Dans le jeu vidéo, on peut aimer ou détester, et parfois on ne sait même plus vraiment pourquoi. Certains studios sont devenus des punching balls collectifs. On tape sur Ubisoft comme on râle contre la SNCF, c'est devenu presque un réflexe. Des jeux sont descendus en flammes à peine annoncés, juste parce qu'ils portent le mauvais logo, la mauvaise licence, ou sortent sur la mauvaise plateforme. À l'inverse, d'autres projets deviennent intouchables, portés au nu par une communauté si passionnée qu'elle en devient parfois agressive. Dire du mal d'Expédition 33, c'est un sacrilège. Questionner les choix de From Software, vous pouvez préparer le bûcher. Ce phénomène n'est pas juste de l'amour ou de la déception, c'est un peu plus profond. Et c'est ce qu'on appelle le supporterisme, un mot qu'on emprunte au sport, mais qui fait de plus en plus de bruit dans l'industrie vidéoludique. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi certains joueurs défendent leur jeu comme si c'était une cause militante, pourquoi certaines critiques deviennent tabous, et pourquoi d'autres attaques deviennent automatiques. Et surtout, comment tout ça façonne ou parfois déforme notre regard sur les jeux vidéo. Bienvenue dans Frame & Game Investigation, on démarre. Ok, posons les bases. Aimer un jeu, c'est pas un problème, le défendre non plus. On a tous des coups de cœur, des licences qui nous ont marqués et des studios qu'on suit depuis toujours. Mais entre apprécier un jeu et le sacraliser au point de refuser toute critique, il y a un monde. Et c'est là qu'on bascule dans ce qu'on appelle le supporterisme. A l'inverse, il y a aussi cette tendance à rejeter en bloc sans nuance. On n'a même pas vu une bande-annonce entière qu'on a déjà décidé que le jeu était nul, qu'il allait flopper et que le studio était fini. Là encore, on quitte le terrain de la critique argumentée pour celui du bashing automatique. Ce comportement, on le connaît bien d'ailleurs, dans le sport par exemple. Certains supporters défendent leur club même quand les résultats sont catastrophiques, ou détestent le club rival, quoi qu'il fasse. Même chose avec les marques, Apple versus Android, PlayStation versus Xbox, PC versus console. On n'est plus dans un débat, on est dans l'affrontement de clans. Et derrière ça, il y a des biais cognitifs, et notamment ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est une tendance à rechercher, à interpréter et se souvenir des informations qui confirment ses croyances, en ignorant les preuves contraires. Résultat, on cherche des informations qui confirment ce que l'on croyait déjà. Si on pense qu'un studio est nul, on va ignorer les bons retours et amplifier les critiques. Si on adore un jeu, on va zapper ses défauts. Et ça fonctionne d'autant mieux qu'on appartient à une communauté identitaire, une team, une faction, une fanbase. Et c'est là qu'on rentre dans le biais d'appartenance. Plus on s'identifie à un groupe, plus on défend ses choix et on attaque ceux qui le remettent en cause. Cela explique pourquoi certaines critiques sont perçues comme des attaques personnelles. Résultat, on ne juge plus les jeux pour ce qu'ils sont, on les juge en fonction de ce qu'ils représentent pour nous. Et c'est là que le supporterisme devient dangereux. Il tue la nuance, l'analyse et parfois même le plaisir de jouer. Parlons d'un studio qu'on adore détester, et j'ai nommé Ubisoft. Depuis quelques années, c'est devenu un réflexe. Dès qu'un nouveau projet est annoncé, les commentaires fusent, on parle encore d'un open world vide ou d'une IA moisie, ou encore d'un clone d'Assassin's Creed. Et il faut le dire, depuis des années, les critiques sont fondées. Ubisoft a longtemps multiplié les open world un peu trop systématiques avec des formules recyclées à l'infini. On pense à Far Cry, Watch Dogs ou encore aux déclinaisons d'Assassin's Creed version checklist géante. Côté RH, l'image s'est aussi ternie, des scandales ont éclaté autour de la gestion interne avec des affaires de harcèlement ou de management toxique qui ont largement affecté la réputation du groupe. Donc oui, il existe des raisons objectives de critiquer Ubisoft, mais depuis un moment on assiste à un phénomène plus étrange, un rejet automatique, un bashing systématique. Peu importe le jeu, peu importe les efforts, la critique précède même parfois la bande-annonce ou le trailer de sortie. Un exemple, Assassin's Creed Mirage. Un retour aux sources plutôt bien fait, avec une direction artistique soignée, une durée plus raisonnable et un vrai parti pris. Pourtant, beaucoup de joueurs l'ont ignoré ou ont même rabaissé le jeu sans même l'essayer, simplement parce que Ubisoft. Autre cas flagrant, Prince of Persia The Lost Crown, un Metroidvania dynamique, exigeant, très bien accueilli par la presse spécialisée, primé, mais sur les réseaux, le jeu a d'abord pris une vague de haine et le jeu ne s'est vraiment pas bien vendu. Résultat, Ubisoft est devenu un symbole, le grand méchant corporate, le studio à critiquer pour exister dans la conversation. Mais cette image est-elle toujours en phase avec la réalité ou est-ce qu'on est face à un cas d'école de supporterisme inversé? Un studio victime de son propre passif et de nos préjugés bien confortables. Dans tous les cas, difficile aujourd'hui de parler d'un jeu Ubisoft sans déclencher les foudres ou les soupirs. S'il y a bien un jeu qui fait l'unanimité, ou presque en ce moment, c'est Clair Obscur Expédition 33. Un jeu français, une direction artistique sublime, des trailers léchés, un studio présenté comme indépendant, du moins dans l'image. Tout est là pour séduire. Et ça a marché, la presse a adoré, les réseaux ont fondu, et certains parlent déjà du GOTY 2025. Le jeu atteint un score métacritique historique de 92 sur 100 côté presse, et un 9,7 sur 10 de la part des joueurs du monde entier, avec plus de 14 000 avis postés au moment où je parle.
Ce classement propulse Clair Obscur Expedition 33 au rang des jeux de légende aux côtés de Zelda, GTA ou encore Baldur's Gate 3. Et pour beaucoup, ce n'est pas juste un bon jeu, c'est le jeu qui redonne foi dans l'industrie. Mais ce qui frappe, ce n'est pas l'enthousiasme, c'est l'impossibilité d'émettre la moindre réserve. Est-ce qu'on est trop gentil avec Expedition 33 et surtout quels sont réellement ses défauts? C'est parti. Tentez une remarque sur l'animation des personnages qui laisse parfois à désirer, ou encore le level design, bien vide, on vous répond que vous êtes un rageux, ou pire, que vous n'aimez pas votre pays. Et alors si vous doutez de la narration, vous ne comprenez rien à l'émotion. Remettez en question la hype, vous êtes aigri. La moindre critique devient une attaque, pas contre le jeu, mais contre la communauté elle-même. Alors pourquoi un tel phénomène? Mais parce qu'Expedition 33 coche toutes les cases du narratif communautaire. Déjà, il est français, cocorico. Il semble indépendant, même s'il est bien financé, et il incarne une forme de pureté artistique face aux gros studios fatigués AAA. Mais surtout, XP33 est vécu comme le porte-étendard d'une revanche symbolique. En l'encensant, une partie des joueurs exprime en réalité une colère accumulée contre les AAA, ces studios qui vendent leurs jeux au prix de fort, bourrés de microtransactions, parfois mal finis, et qui donnent l'impression de ne plus écouter leur public. Sandfall Interactive devient alors malgré lui le messie d'une communauté frustrée, celle qui veut croire qu'un petit studio français peut faire mieux que des géants à plusieurs centaines de millions. Et comme souvent avec l'espoir, on finit par fermer les yeux. Plusieurs éléments de communication ont été repris et amplifiés par certains médias ou influenceurs. On a entendu partout que le jeu aurait été développé par 30, voire 33 personnes, petit clin d'œil au titre. Une belle histoire, certes, mais fausse à la vue du générique de fin. Et surtout, elle alimente le mythe du petit studio héroïque qui défie les géants de l'industrie. On a aussi monté en épingle le parcours de Guillaume Broche, directeur créatif, présenté comme un ancien d'Ubisoft qui s'ennuyait dans les AAA, comme si son départ relevait d'un acte de rébellion artistique. Petit tacle gratuit à Ubisoft au passage. Et puis il y a cette formule floue, le FRPG, une étiquette marketing lancée comme une révolution, alors que le jeu semble pour l'instant emprunté à des piliers du genre comme Final Fantasy, Persona 5 ou Legend of Dragoon. Des références solides, mais pas franchement inédites. Là encore, ce n'est pas le problème, tous les jeux s'appuient sur une stratégie de storytelling. Mais ce qu'il est, c'est qu'il devient interdit de le dire, que la nuance est vécue comme une trahison, que toute mise en perspective déclenche des commentaires agressifs. Et ça, c'est du supporterisme. Une passion tellement forte qu'elle finit par exclure la critique, le recul, et parfois même la discussion. Aimer un jeu, c'est une chose, le sacraliser au point de faire taire toute critique, c'en est une autre. Et Expedition 33 est à ce jour l'exemple parfait de cette dérive. Mais il n'y a pas qu'Ubisoft et Sandfall, il y a d'autres studios auxquels on ne touche pas, ou plus exactement qu'on refuse de critiquer. Par exemple CD Projekt. Après The Witcher 3, CD Projekt est devenu un studio quasi mythique, une sorte de dernier studio honnête dans une industrie jugée cynique. Résultat, quand Cyberpunk a été annoncé, beaucoup ont refusé de voir les signaux faibles, les promesses irréalistes, des trailers trop beaux pour être vrais, les silences gênants sur le gameplay réel, tout passé parce que ces CD Projekt, on leur fait confiance. Et puis le jeu est sorti, buggé, incomplet, presque injouable sur certaines plateformes. Ça a fait le buzz, le studio a dû rembourser les joueurs mécontents, la presse a corrigé le tir et les joueurs se sont enflammés, mais de colère cette fois-ci. Pourtant, une fois les patchs déployés, les contenus ajoutés et les nouvelles versions sorties sur le marché, l'indignation s'est évaporée aussi vite qu'elle était apparue. CD Projekt est redevenu ce studio à part dans le cœur de nombreux joueurs, et Cyberpunk, un symbole de rédemption, comme si les 6 premiers mois n'avaient jamais existé. Là encore, le supporterisme joue à plein régime, on excuse, on réécrit l'histoire, on retient ce qui nous arrange, parce qu'on a envie d'y croire, et de croire à nouveau. Prenons également le cas de From Software. Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne, les jeux sont exigeants, denses et profonds, rien à redire là-dessus. Mais tentez de dire que ces jeux sont trop difficiles, et vous serez aussitôt catalogué comme casual, inapte ou pas digne de jouer à ces jeux. Il existe une vraie intransigeance communautaire autour des œuvres de From Software. Il y a un autre cas à part dans l'industrie, Nintendo. La marque bénéficie d'une aura quasi religieuse auprès de ses fans, même quand les prix explosent, même quand les portages sont à peine améliorés, même quand certaines mécaniques de jeu sont datées, on leur pardonne. Car Nintendo, c'est l'enfance, c'est la magie, la nostalgie, et ça protège de tout. A l'inverse, certains studios ou créateurs traînent une réputation, comme une condamnation. Peu importe leurs efforts, leurs projets seront toujours mal reçus. Prenez le cas d'Electronic Arts, c'est le grand méchant par défaut. On leur reproche leur lootbox, leur politique de microtransactions, leurs échecs, par exemple Anthem. Même quand ils sortent des jeux solides comme It Takes Two ou Jedi Survivor, l'étiquette reste. Pour une partie des joueurs, EA est disqualifié. Mais alors, qu'est-ce qui relie tous ces cas ?
Une absence de nuance, tout simplement. Une passion qui écrase la critique, ou qui la remplace par le rejet automatique. Alors je ne dis pas que ces studios n'ont pas des défauts ou des qualités, mais parfois on va rester sur une image et on ne va pas laisser le choix aux développeurs ou aux jeux de s'améliorer, de changer et de prendre une meilleure voie. Le supporterisme dans le jeu vidéo, ce n'est pas juste aimer ou ne pas aimer, c'est s'aligner, s'identifier, réagir par réflexe. Et à la fin, ce n'est plus vraiment le jeu qu'on défend, c'est l'idée qu'on s'en fait. On a vu comment certains jeux deviennent des totems intouchables, d'autres des punching balls permanents. Mais pourquoi? Pourquoi cette polarisation extrême dans le jeu vidéo? Pourquoi tant de ferveur d'un côté et tant de mépris de l'autre? Il faut commencer par là. Les réseaux sociaux ne récompensent pas la nuance. Ce qui génère des clics, ce n'est pas l'analyse posée, c'est le tweet assassin, la vidéo coup de gueule ou au contraire la déclaration d'amour en majuscule, comme le prouve toute cette vidéo sur Twitter ou autre de gens qui pleurent en jouant à Expedition 33 pour prouver à quel point ils sont touchés par l'émotion et par l'histoire. Les algorithmes amplifient ce qui fait réagir, et ce qui fait réagir, ce sont les extrêmes, l'adoration totale ou la haine frontale. Résultat, on ne débat plus, on prend position, on s'aligne, on défend ou on attaque, sans entre-deux. Le supporterisme, c'est aussi une question d'identité. On ne joue plus juste à un jeu, on est joueur From Software, on est pro Nintendo, on est anti-EA, et on se rattache à une communauté et on adopte les codes. On partage ses goûts, ses mèmes, ses frustrations et ses ennemis. On crée du lien social autour de ça, et dans un monde de plus en plus éclaté, cette appartenance a un prix, la loyauté. Critiquer le jeu du groupe, c'est parfois perçu comme une trahison. Les studios l'ont bien compris, aujourd'hui on vend rarement un jeu pour ce qu'il est. On le vend pour ce qu'il incarne. Le retour d'un studio brisé mais courageux, l'histoire d'un dev qui quitte un AAA pour retrouver le sens. Une lettre d'amour au RPG d'antan. Ce genre de storytelling fonctionne parce qu'il crée de l'émotion avant même de jouer. Et quand l'émotion est forte, la critique devient douloureuse. On ne veut plus entendre que le jeu est moyen, on veut croire à l'histoire. Enfin, il y a un moteur puissant derrière tout ça, le wishful thinking. On défend ce qu'on espère aimer, parce qu'on en a besoin. On a envie que le jeu soit bon, que le studio réussisse, que la promesse se réalise. Alors on projette, on pardonne et on surestime. Et inversement, quand un jeu qu'on attendait nous déçoit, on le démonte. Pas parce qu'il est horrible, mais parce qu'il nous a blessés dans notre attente. On ne juge pas ce qu'est un jeu, on juge ce qu'on espérait qu'il soit. Et cette attente, quand elle est trahie, elle génère souvent plus de violence que l'indifférence. Le supporterisme, c'est une forme d'attachement, mais poussé à l'extrême. Un attachement qui dévore la nuance, qui polarise les discussions et qui, au fond, nous déconnecte du jeu lui-même. Parce qu'à force de débattre sur l'image, sur la symbolique, sur les intentions, on oublie parfois que juste se poser, c'est bien, et de jouer aussi. Alors que faire? Comment mieux analyser un jeu? Ok, on a parlé de hype excessive, de bashing automatique, de supporterisme et d'algorithme. Mais une question reste, comment on fait pour s'y retrouver? Pour juger un jeu avec un peu de recul et un peu de lucidité? Déjà, on peut adopter une posture critique, mais nuancée. Être critique, ce n'est pas être négatif, c'est juste refuser de gober tout ce qu'on nous sert, même quand ça brille. Ça veut aussi dire vouloir reconnaître ce qui est bien, même quand ça vient d'un studio qu'on n'aime pas trop. On a le droit de ne pas aimer From Software, tout en reconnaissant leur maîtrise du gameplay. On a le droit d'aimer Expedition 33, tout en notant que, justement, ce gameplay reste lui aussi très flou. En résumé, ni fanboy, ni rageux, juste joueur, et attentif. Il faut aussi se méfier des discours à sens unique. Quand un joueur est présenté comme révolutionnaire, ultime, parfait, attention, méfiance. Et quand un jeu est décrit comme inutile, pourri ou sans avenir, la même chose. La vérité, c'est que quasiment aucun jeu ne mérite un 10 sur 10, ni un 0 sur 10. Ce sont les discours trop tranchés qu'il faut remettre en question, parce qu'ils disent plus sur l'émotion des gens que sur la qualité du jeu. En fait, il faut se faire son propre avis en jouant, et surtout, tester, expérimenter, et rejouer encore et encore et encore. Pas juste regarder des trailers, pas juste lire des threads, parce qu'un jeu, c'est pas un concept, c'est une expérience. Et tant qu'on ne l'a pas eu entre les mains, on peut pas vraiment savoir ce qu'on pense. La hype, c'est bien, mais le débat aussi. Mais au bout du compte, il faut savoir parfois couper Twitter ou éteindre YouTube et juste lancer le jeu. Il s'agit pas de se sentir supérieur ou d'être au-dessus de tout, juste de rester curieux, critique et un peu plus libre. Parce qu'un jeu, c'est pas une religion, c'est un terrain de jeu. Et c'est à nous, joueurs, de garder les clés. Dans cette enquête, on a parlé de passion et d'excès. On a vu comment certains jeux deviennent des symboles, comment la critique se transforme en guerre de clans, comment les réseaux, les émotions et le marketing façonnent notre regard. Le supporterisme, c'est pas juste aimer un jeu, c'est parfois refuser qu'on y touche. Et inversement, rejeter un jeu sans l'avoir essayé, c'est juste parce qu'il vient du mauvais camp. Mais au fond, est-ce qu'on n'a pas tous fait ça, un petit peu, à un moment donné dans notre vie? Et vous? Est-ce que vous avez déjà été supporter sans le savoir?
Dites-le moi en commentaire, partagez vos expériences, vos coups de cœur ou vos gros ratés, et si ce sujet vous parle, abonnez-vous, likez, partagez, et ici, on continuera à creuser les dessous du jeu vidéo et de l'audiovisuel, sans drapeau, sans totem, juste avec un micro, une question et un peu d'esprit critique. A très vite sur Fun & Game Investigation.